Salut, aujourd'hui on vous fait une nouvelle critique, on vous parle de Scary Stories, un nouveau petit film d'horreur bien sympathique, c'est parti. Avant que la vidéo commence, on s'abonne s'il vous plaît, on le répète tout le temps, donc abonnez-vous, merci. Donc ce film il raconte l'histoire de 3 étudiants qui en gros un soir d'Halloween vont aller dans une maison qu'on dit hantée et ils vont simplement trouver un livre et ce livre va leur raconter des histoires. On n'en dit pas plus mais c'est des histoires qui ne sont pas très gaies, voilà. Et au casting il y a un acteur connu qui est là 2 minutes si jamais, c'est Dean Norris. Dean Norris, vous le connaissez je pense beaucoup pour Breaking Bad mais aussi pour différentes apparitions dans X-Files notamment. Voilà, c'est le seul bon acteur du film, le seul grand acteur. Et après les autres c'est que des étudiants, enfin c'est que des jeunes, clairement. Des jeunes, des jeunes. Et c'est sympa. Enfin je veux dire, comme dit, ils ont pas une prestation de fou, mais ils sont présents. On retrouve Zoé Margaret Coletti, Michael Garza, Gabriel Rush alias le sosie de Maxime, Austin Zajour et du coup Dean Norris en caméo. C'est un peu triste quand même parce que ce casting fait vraiment ultra cliché, hein. Je pense que c'est la première remarque qu'on a. C'est vraiment t'as le mec con, t'as le mec intelligent, t'as la meuf et t'as le mexicain. Ouais, bah oui. Voilà, ils sont vraiment dit on va jouer sur les clichés à fond. On va direct mettre un truc, c'est bon, comme dit, on spoil pas ce film, mais n'allez pas le voir comme si vous alliez voir un vrai film d'horreur. C'est un film, je dirais, limite parodique. En fait, on sent que parfois ils ne se prennent pas au sérieux, ils n'ont pas envie de faire peur. C'est pas un film où ils cherchent à faire peur, ça c'est clair. Il y a 2-3 plans où il y a du bout, il y a des screamers, on en reviendra. Même au niveau des personnages, c'est pas un film, c'est pas sa prétention. Non, c'est un petit peu un film d'horreur pour ados. Comme les premiers films d'horreur qu'on regarde quand on est ado, qu'on cherche le frisson et tout. Et ça 10-13 ans, c'est parfait. Ouais, franchement, c'est le film pour commencer. C'est parfait. Mais c'est pas un Conjuring où là, ils misent tout sur l'horreur. Il y a des blagues dans ce film, il y a des choses drôles. Là, il n'y a pas grand chose et ça prouve que le film a vraiment très peu d'ambition. Pour revenir sur le casting, on parlait des acteurs, ils jouent bien. Après, ils sont jeunes, donc voilà, ils sont au début de leur carrière, on espère. Il y a juste un truc moi que j'ai bien aimé, c'est le duo avec le mec du coup le et le mec intelligent. Je trouve il y a un bon truc entre eux. Il y a des bons échanges. Tu sens que il y a un truc. Et ils se titillent dessus. Ouais, c'est pas mal. Non, c'est bien. Le duo marche bien, c'est vrai. Après les autres, ouais, ça passe. À la réalisation, on retrouve André Øvredal, qui est un réalisateur norvégien, je crois, ou d'origine norvégienne. Il avait notamment fait The Trollhunter, qui était plutôt pas mal. Il avait aussi fait The Autopsy of Jane Doe, qui lui était plus un film d'horreur. Ouais, vraiment très horreur, qui était vraiment cool aussi. Et voilà, là on le retrouve un peu après ces 2 films qui étaient plutôt des succès. J'ai vraiment pas l'impression qu'il a une marque de réalisateur, parce que le film est produit par Guillermo del Toro. Et j'ai plus l'impression qu'on avait la patte del Toro que la patte André Øvredal. Mais vraiment très légère alors. Ouais, très légère. On l'avait en un point, c'est sur les monstres. Les monstres, tu vois que c'est des monstres. On en parle après en plus. Mais c'est juste là-dessus. Ouais, c'est vrai que c'est une réal assez impersonnel en fait. Ça pourrait être n'importe qui réalise ça. Un mec qui a pas sa touche à lui, quoi. C'est assez proche d'une réalisation de série. Je disais impersonnel pour la réalisation, mais en fait, il y a des moments où en fait, on est perdu et on sait pas si le réal il est conscient des choix qu'il fait ou si c'est vraiment il fait ça au hasard, parce qu'il y a des plans où on a une discussion, par exemple, je sais pas s'il s'en fout de la règle des 180 ou quoi, mais on est perdu. Dans les enchaînements des plans, à un moment donné, on sait plus où on est, qui on suit. Le montage, il fait tourner un peu partout. C'est ça, c'est pas vraiment bien fait. Soucis, on est d'accord. Même dans le montage, il y a une scène à un moment donné où t'as les jeunes qui vont courir dans la ville. Et d'un coup, boum, ils sont en plein milieu d'une forêt perdue au milieu de nulle part. Et pareil, il manque un truc au milieu, quoi. Tu te dis, c'est bizarre. Moi, je sais que j'ai pas du tout kiffé cette transition. Il y en a même pas, en fait, c'est un cut, quoi. C'est des enchaînements de plans qui sont pas super logiques. Par exemple, il y avait une scène de combat dans un champ à un moment donné. Il y a un personnage qui va faire une action avec un objet et il se retrouve dans une autre situation. Tu dis, mais attends, j'ai pas compris comment il a fait ça. Comment on est arrivé là, en fait. Et en fait, c'est des petits trucs, mais ça te sort du film et tu dis, ouais, j'ai pas compris là. Bah, c'est un peu dommage. Autre gros problème, et là c'est plus au niveau de la photographie du film. Je pense que le directeur photo, il aime bien le bleu et le orange. Si vous avez vu le film, vous comprendrez pourquoi. Vraiment, même la totalité des plans dans la nuit, il y a une opposition de bleu et de orange, qui sont des couleurs qui se complètent sur la roue chromatique. Des fois, elles ont vraiment aucun sens. Genre, le bleu est souvent utilisé pour la lumière de la lune et le orange pour la lumière des lampadaires. Là, c'est la lumière des lampadaires qui est bleue, parfois elle est orange. Puis ensuite, il y a des fois où c'est totatalement bleu, je sais pas si vous vous souvenez. Oui, il y a des fois, c'est juste bleu. C'est ça. Ça a aucun sens et c'est là des fois sur les scènes de nuit, mais aussi sur les scènes de jour. Où par exemple le ciel est bleu et les personnages sont un peu orangés, genre Golden Hour et tout. Et c'est vraiment, les couleurs sont accentuées à fond et ça ressemble à rien. J'ai l'impression que l'étalonneur il s'est. Mais ouais, après moi je le vois, comme je l'ai dit, je le vois plus comme le truc parodique qui, en fait, il n'y a pas cette patte de horreur, tu sais, un peu palo. Enfin, quand tu vois un vrai film d'horreur,
t'as pas des couleurs pétantes vraiment qui ressortent, à part dans Midsommar où c'est très joli, mais je veux dire, genre un Conjuring ça va être très gris, très pâle et tout. Super là, c'est ça, et là c'est des grosses couleurs que tu te prends dans la figure, et c'est pour ça que ça ressort le côté adolescent, le côté Stranger Things, néon, tu vois, toutes les conneries. Là, la scène rouge c'est le meilleur exemple. Une scène tout en rouge. Ouais, bon, ça, après ça, j'ai pas dit que c'était moche, mais là c'est couleur. C'est en fait les couleurs, elles sont là. Moi, ça m'a pas dérangé, voilà, mais c'est vrai. Mais le fait d'utiliser le jaune, enfin le orange et le bleu à outrance comme ça, c'est de l'incompétence. Après, comme on a beaucoup de scènes de nuit, on a quand même un truc qui est bien géré, c'est que les scènes de nuit sont assez lisibles. Ouais, c'est ça. On pense à l'épisode de Game of Thrones où on ne voyait que dalle à part notre reflet dans l'écran de l'ordi. Là, c'est assez bien géré, on voit quand même tout ce qui se passe. C'est quand même un bon point pour des scènes qui se passent de nuit. Les effets spéciaux dans ce film, il y en a, et il y a plusieurs types. Il y a les effets qui ont été faits directement sur le plateau et ceux qui sont faits en post-prod. Moi, j'ai un coup de cœur pour les effets qui ont été faits sur le plateau, qui je trouve sont plutôt jolis. En fait, ils sont kitsch, mais comme je l'ai dit, ça reste dans la parodie kitsch voulu. Et c'est ce que j'ai bien aimé. Les costumes des monstres, parce qu'il y a plusieurs monstres, je les ai trouvés genre beaux et moches en même temps, donc j'ai vraiment bien aimé. Par contre, dès qu'on passait à de l'effet vraiment où tu sentais que les personnages étaient faits en 3D et tout, là ça pêchait. C'est plus très beau. Différent. Il y avait, c'est pas un spoil, il y a un seul monstre, je crois, vite fait, un ou deux qui sont faits entièrement en 3D. Et ceux-là, tu sens que c'est pas très joli. Mais il y en a un que j'ai trouvé vraiment intéressant. Il était pas très beau, mais pourtant il était pas mal. C'était une espèce de grosse chose blanche, bizarre. Qui est dans la bande-annonce. Et en fait, il est pas super réaliste, et c'est ce qui fait qu'il est étrange. Et je trouve ça, moi perso, ça m'a bien. Moi, je l'ai bien aimé. Il ressemble à rien, et du coup, c'est bizarre ce truc. Ouais, je l'ai bien aimé. Pareil, il y a un autre monstre au tout début dans une maison aussi qui est physiquement joli avec un orteil, là, une histoire comme ça. Je le trouve très joli. Ça, c'est un costume. Mais oui, je vois qu'il est bien fait. Mais les costumes, c'est pour ça qu'on parlait du producteur Guillermo, qui lui, on sait très bien que les monstres. Les monstres, c'est son truc. Ça faisait penser au labyrinthe de Pan, le monstre du labyrinthe. Incroyable. Au dit film d'horreur, dit screamer, montée en pression, ambiance un peu dérangeante et tout ça, c'est quand même assez bien géré pour la plupart du temps. Il instaure des bonnes ambiances, une bonne montée en pression dans les moments de peur. Il va jouer sur les silences, les moments où on attend quelque chose, et il va prendre ce moment et il va le faire durer le plus longtemps possible. Justement, c'est ça que j'ai trouvé original. Pour qu'on soit vraiment mal à l'aise, et ça marche bien parce que on était un peu mal à l'aise. Il y a même ça, je dirais à 2 reprises principalement, où t'es mal à l'aise parce qu'en fait tu sais ce qui va arriver. Tu sais pas quand. Mais tu sais pas quand, et d'habitude dans un film d'horreur, disons qu'ils te le mettent quand même au bout d'un moment, et là t'attends, et ça me dit jamais. Le premier screamer, tu l'attendais de ouf, parce que tu voyais vraiment que le personnage allait tourner la tête et que le monstre allait être derrière. Donc le premier screamer, il était vraiment mauvais, mais au fil du film, ça commence à s'améliorer. Bon, du coup, la réalisation de ce film, c'est un petit peu les montagnes russes, il y a du bon et du moins bon, et ça va pareil dans le scénario. Il y a beaucoup de choses bien, et d'un coup, il y a une chose pas bien, puis une chose bien, et enfin, c'est tout le film. Donc on parlait justement des screamers avant, et il y a toujours une scène avant les screamers qui met en condition un personnage dans une vision cauchemardesque. Et moi j'ai trouvé dans le scénario les cauchemars entre guillemets de chaque personnage vachement intéressant. Chacun a un peu un némésis, un truc qui lui fait peur, et on va voir pour chaque personnage un peu ce que c'est. Ça ressemble un peu au début de ça. Oui, dans ça, il y a un peu ça. C'est sa vision et sa peur. Voilà, c'est exactement ça. Le truc, c'est ce qui est différent, c'est que là, on est plutôt le monstre vient dans la vraie vie, tu vois, et du coup. À deux reprises, dont il y en a une particulièrement on parlait de la grosse dame moche là. Cette grosse dame moche, on vit un vrai cauchemar parce que le personnage il est bloqué quelque part, et il y a cette grosse dame qui, en fait, on la voit dans un couloir qui avance, et tu sais, il va changer de couloir, elle est de nouveau là, et en fait tu sais ce qui va arriver, mais pourtant t'as quand même espoir qu'il s'en sorte. Après, moi j'ai vraiment kiffé il pourrait largement s'en sortir en vrai. Il pourrait l'éviter. Ah oui, de ouf. Mais ça, c'est les réactions de personnage. Et c'est réactions de personnage, ça c'est scénario. Le mec qui est terrorisé, il reste sur place et il n'y a aucune issue. Mais c'est ça qui est bien, parce que tu te mets à sa place, et on a tous fait ce cauchemar de t'arrives pas à courir. Là, c'est le même délire, t'es bloqué, tu sais qu'il n'y a pas d'issue. Et ce qui est, c'est très bien repris, et moi j'ai bien aimé ces visions un peu cauchemardesques. Il y a un autre point du scénario qui peut être bien, mais dans ce cas-là, c'est plus mauvais que bien, c'est que les personnages ne mettent pas 10 ans à comprendre ce qui se passe. Il va arriver un événement déclencheur, un truc paranormal. Ils vont tout de suite comprendre, dire ok, c'est le livre, il fait ça. Ouais, bon. Ça, c'est de la grosse facilité scénaristique, mais à 1000%. Alors que dans la vraie vie, tu chercherais une explication. C'est vraiment en mode, ils voient un truc, ils font ouais, c'est ça, c'est bon. Non. Oui, c'est pas normal ce qui se passe. Après, ce qui est bizarre, c'est que parfois dans des films, on critique le fait que ça soit trop long à comprendre, mais là, en fait, ils sont allés dans c'est le trou. Là, c'est vraiment trop simple. C'est vraiment trop simple. S'ils avaient pas compris à la fin du film que c'était le livre,
vraiment être con quoi. Mais il y a surtout des réactions de personnages qui sont pas logiques. Ouais. Mais ça, on en parle dans toutes les critiques de films d'horreur, mais ici, c'est vraiment, il y a un événement qui va se passer, et ça n'a rien de rationnel, et le personnage n'est pas choqué. Oui, il réagit comme si c'était normal, et oui. le mec, il a une tête par terre. Ouais, il y a un petit souci aussi, c'est quand on écrit un scénario, c'est super intéressant, c'est les personnages parfois, quand on écrit un scénario, on peut leur faire dire quelque chose, et on va sentir que c'est le scénariste qui parle et non pas le personnage. Ouais. C'est-à-dire que quand il y a une info importante dans le film, parfois c'est un personnage qui va le dire, mais on sent que voilà, c'est le scénariste qui s'est dit il faut que je casse cette info, il faut que le personnage le dise. C'est vraiment poser un contexte, expliquer une situation, on va faire dire un truc à un personnage pour que ça soit vraiment très simple à comprendre. Et là, c'est vraiment le scénariste qui parle à travers le personnage. C'est au début, la scène du drive-in, le personnage principal qui parle, et on comprend que c'est juste pour poser son background. C'est tout. Et c'est pas naturel. Non, alors qu'après, il y a les deux persos qui ont un échange un peu où ils se disputent. Ils auraient pu le caser là-dedans, ça aurait été super cool, mais ils l'ont pas fait, donc c'est un peu con. C'est un peu facile. C'est de la facilité scénaristique. Comme dit, il y en a pas mal dans ce film. Et ben si on parle de facilité scénaristique, du dénouement, sans vraiment spoiler, moi je l'ai vraiment trouvé bof. Parce que on peut s'attendre à quelque chose. En regardant le film, à un moment donné, ça peut vous indiquer un truc, on se dit oh, et au final tu dis genre ouais, bon. Disons que le dénouement, je l'ai trouvé très simple à mon goût. Je voyais pas trop où il voulait en venir, et puis ouais. Comme la plupart des films d'horreur, pour ceux qui ont vu Ma par exemple, le dénouement c'est pareil, t'arrives à la fin et tu fais non mais balai quoi. Ouais, c'est ça. T'as juste envie de dire balai. T'as plus aucun attachement à ce qui se passe. Oui, c'est vraiment, il part dans une direction où tu te dis mais non, ça devrait. C'est pas logique, genre à quel moment non, il y avait mieux à faire. Tu nous expliques quelque chose et tu passes sur autre chose. Et dans ce film, il y avait mieux à faire parce qu'il pose des pistes à un moment donné. Il y aurait eu moyen de faire quelque chose, mais non, ça se finit, c'est simple en fait. Il y a un moment donné vers la fin où tous les trois, chacun de notre côté, on a capté un truc, on a pensé au même truc, et en fait le film ne le fait pas. C'est con parce qu'on l'a chacun capté sans s'en parler. Petit indice, lunettes. Et du coup ça se termine sur une fin ouverte. Ce qui est complètement con déjà pour un film d'horreur. Mais moi comment je voyais, en fait ça m'a beaucoup fait penser à Chair de Poule, parce qu'il y a un 1 et un 2 de Chair de Poule, et c'est un peu le même type de film, on est un peu plus horrifique je dirais. Après Chair de Poule c'est très parodique. Très parodique. Mais là, c'était vraiment en lançant le premier film, vraiment dès le début, tu peux te dire, je verrais bien un Scary Stories 2. Et je pense qu'il y en aura un si le film marche un petit peu. Je pense qu'ils ont un quota à remplir, et s'il est rempli, ils feront un 2. Mais je pense que c'était pas la fin à faire pour lancer un 2. Non. Parce que là, on nous lance sur totalement autre chose sans spoiler. Mais on voit pas comment ils peuvent garder l'esprit du 1 dans un 2. Et tu vois, ça me fait un peu penser à ça. Parce que tu vois, le film, le premier, se terminait sur une fin qui se suffit à elle-même. Oui. Mais il y a une suite qui est logique. Tu vois, le fait que ça se passe 30 ans plus tard, vu que c'est tous les 30 ans. Et du coup, le 2 est logique. Voilà, la suite est justifiée et le 1 suffit à lui-même. Et ça, c'est super. Mais là, ce qu'ils ont fait, c'est vraiment, ils ont fini le 1 en disant, il y aura une suite. Et en fait, sans même savoir ce qu'ils voulaient raconter. Les seuls films qui arrivent à faire ça, c'est quand tout est déjà écrit à l'avance. Je pense au Seigneur des Anneaux, ou quand tu finis le 1, et ben ils te disent, boum, voilà, il va y avoir la suite. Films, c'est un seul film. Et là, le problème, c'est que là, ils ont fait un 1. Ça m'étonnerait qu'ils aient commencé le 2, mais c'est plus en mode, regardez, il va y avoir un 2, alors que c'est même pas sûr. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut attendre de Guillermo del Toro et d'André du réalisateur, pas trop, je sais pas, il y a pas trop de trucs de Le réal, il a 4 petits projets en cours de développement, dont une adaptation d'une histoire de Stephen King. The Long Walk. Rien de très concret pour l'instant, mais à suivre. Parce que... Et Monsieur del Toro. C'est le Toro. Il y a un trailer qui est sorti actuellement, là où on vient de parler, et c'est le film Antlers. Je connais pas du tout, mais c'est un film d'horreur aussi. Film d'horreur, et du coup il le produit. C'est réalisé par Scott Cooper qui a fait d'excellents films comme Brasier de la colère. Ce film, il y aura un gros monstre apparemment à l'intérieur, donc voilà, on sent qu'il y a toujours cette patte. Sinon côté réal, son dernier film c'était Shape of Water qui avait quand même remporté l'Oscar du meilleur film, c'est pas rien. C'est vrai. Et là il va réaliser l'adaptation de Pinocchio, du coup je pense dans la lignée de tous les Disney. C'est tout ce qu'on pouvait dire sur Scary Stories to Tell in the Dark. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé. Il y a un petit sondage pour savoir si vous... Petit sondage en fiche ou pas. Ce que vous en avez pensé. Voilà. Mettez un petit pouce bleu si vous êtes d'accord. N'hésitez pas à tout dire dans les commentaires. On lit tout, on répond à tout. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on a à dire aussi? Félicitations, merci pour les 900 abonnés. C'est vrai, c'est super. C'est vrai. Merci à vous, merci. Ça fait super plaisir. Nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures. Allez, ciao. Ciao.